Il y a quelque chose de profondément troublant quand quelqu'un que vous devriez appeler votre famille commence à réinventer le passé sous vos yeux. Chidamma, ma belle-mère de 42 ans, avait un talent particulier pour ça. Et pendant des mois, moi, Amara, professeur universitaire de littérature africaine de 28 ans, j'ai observé en silence alors que de petits mensonges se transformaient en quelque chose de bien plus grand, bien plus dangereux. Tout a commencé par des détails insignifiants. Une histoire sur qui avait apporté le premier gâteau à une fête de famille. La couleur de la robe que quelqu'un portait à un mariage il y a 5 ans. De petites distorsions que personne ne remettrait en question car, après tout, la mémoire est faillible, n'est-ce pas? Mais j'ai une mémoire d'éléphant. Ça a toujours été le cas. C'est une caractéristique qui a fait de moi une bonne enseignante, mais aussi une observatrice gênante des incohérences humaines. La première fois que j'ai vraiment été interpellé, c'était lors d'un déjeuner dominical dans notre complexe familial à Ikeja. Chidinma était assise à table, drapée dans un tissu Ankara hors de prix au ton doré, qui brillait plus que sa sincérité. Son gel était noué en couches élaborées qui ajoutaient au moins 15 cm à sa stature déjà imposante. Elle dominait l'espace comme elle l'avait toujours fait, avec cette présence physique qui exigeait l'attention, ce sourire répété qu'elle réservait au moment public. « Tu sais, dit-elle en s'adressant à tante Ngozi qui nous rendait visite, la famille de la première femme d'Okonkwo n'a jamais été très, comment dire, établie. Des gens simples, tu comprends? D'un petit village de l'intérieur. Ma main s'est gelée alors que je tendais le bras vers mon verre d'eau. Ma mère, décédée il y a 6 ans, venait d'une lignée prestigieuse de commerçants et d'éducateurs d'Enugu. Sa famille possédait des bibliothèques privées alors que la plupart des gens n'avaient même pas l'électricité. J'ai grandi en écoutant des histoires sur mon grand-père, qui fut l'un des premiers directeurs d'école dans la région orientale. Simple, le mot est sorti de ma bouche avant que je puisse en mesurer le ton. Chidinma s'est tournée vers moi avec ce regard qu'elle avait perfectionné, mi-surprise innocente, mi-réprobation maternelle. Amara, chérie, il n'y a pas de mal à venir d'un milieu modeste. Ta mère, que Dieu la bénisse, a toujours été si courageuse malgré sa situation. Tante Ngozi a hoché la tête, buvant chaque parole comme une vérité absolue. Pourquoi aurait-elle remis cela en question? Chidinma était l'actuelle épouse du chef Okonkwo, la femme qui organisait les réunions communautaires, qui portait des tissus coûtant le salaire mensuel de certaines personnes. J'ai regardé mon père de l'autre côté de la table. Le chef Okonkwo, 62 ans, cheveux grisonnants, les mains usées par des années de travail honnête en tant que fonctionnaire. Il tenait sa canne traditionnelle, ce symbole d'autorité des anciens qu'il portait lors des occasions formelles. Ses yeux, d'habitude si perçants que rien ne leur échappait, étaient baissés sur son assiette. Il n'a pas dit un mot. Et c'est dans ce silence que j'ai senti la première véritable brèche. Mon père savait. Il savait que c'était un mensonge. Il avait profondément aimé ma mère. Il avait adoré son intelligence, son éducation, la dignité qu'elle portait naturellement. Mais il était là, choisissant la tranquillité plutôt que la vérité. Je n'ai rien dit ce jour-là. J'ai juste enregistré, observé, comme une chercheuse documentant des données pour une analyse ultérieure. Les mensonges ont continué. Petits, stratégiques, toujours glissés dans des conversations anodines où contredire serait impoli, ou poser des questions serait perçu comme chercher le conflit. La première épouse n'a jamais vraiment compris les traditions. J'ai dû tout réenseigner quand je suis arrivé, a commenté Chidinma à une voisine la semaine suivante. Ma mère avait été la gardienne des histoires ancestrales de notre famille. Elle connaissait chaque proverbe, chaque rituel, chaque nuance culturelle que Chidinma feignait maintenant de maîtriser. Elle était un peu, comment dire, déconnectée des affaires pratiques de la famille, une autre perle lancée lors de la visite d'un cousin éloigné. Ma mère avait géré les finances de la maison avec une précision mathématique, tenu des registres méticuleux, et bâti la petite fortune qui avait permis à mon père de prendre sa retraite avec dignité. Chaque mensonge était un petit meurtre. Une érosion progressive de la femme qui m'a élevé, qui m'a appris que la vérité comptait, que l'intégrité n'était pas négociable. Et je regardais ma mère être réinventée, ligne par ligne, jusqu'à devenir méconnaissable. Mais pourquoi? C'était la question qui me tenait éveillé la nuit. Pourquoi Chidinma avait-elle besoin de rabaisser une femme morte? Quelle menace un souvenir pouvait-il représenter pour elle? J'ai commencé à chercher des schémas. En bonne universitaire, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai cherché, documenté, analysé. J'ai remarqué que les mensonges avaient toujours des témoins.
Ils étaient toujours prononcés devant des personnes extérieures au noyau familial. Ils étaient toujours formulés de manière à ce que toute contradiction fasse passer pour une fille aigrie défendant obsessivement une mère idéalisée. C'était ingénieux, vraiment. Une stratégie de relations publiques digne d'une étude. 3 mois après ce premier déjeuner, par un après-midi pluvieux à Lagos, où le ciel était aussi gris que mon humeur, je me suis retrouvé seul dans le complexe familial. Mon père était allé arbitrer un conflit foncier dans la communauté, toujours respecté en tant que sage ancien malgré sa retraite. Shidanma était à l'une de ces réunions communautaires, semant probablement d'autres graines de son récit révisé. La pluie battait fort sur le toit en tôle, créant ce son qui me rappelait toujours mon enfance. Ma mère disait souvent que la pluie lavait les mensonges et révélait les vérités. Dans la tradition Igbo qu'elle chérissait, l'eau était purificatrice, révélatrice. Mes pas m'ont guidé vers la pièce des ancêtres. Chaque famille traditionnelle en possède une, cet espace sacré où les souvenirs sont préservés, où ceux qui sont partis résident encore à travers des photographies et des objets personnels. La photo de ma mère était là, encadrée d'acajou sombre, elle à 35 ans, souriant avec cette assurance tranquille qui était sa marque de fabrique. Des cheveux naturels coiffés en un afro élégant, des yeux qui semblaient percer à jour les prétentions. « Maman », ai-je chuchoté, elle est en train de t'effacer, et je ne sais pas pourquoi. C'est alors que je l'ai vue. Dans le coin de la pièce, sur une étagère en bois qui avait accumulé la poussière, il y avait des piles de vieux carnets. Des registres familiaux que ma mère tenait méticuleusement. Je savais qu'ils existaient. Je l'avais vu écrire dedans quand j'étais enfant. Mais je n'avais jamais pensé à les chercher après sa mort. La douleur avait été trop grande. Mais maintenant, avec les mensonges de Chidanma résonnant dans ma tête, j'ai ressenti une compulsion que je ne pouvais ignorer. J'ai saisi le carnet le plus ancien. L'écriture de ma mère, et si familière qu'elle m'a serré le cœur, remplissait les pages. Des dates, des événements, des histoires de famille. Et puis, dans les carnets du milieu, j'ai trouvé le livre de contes de la famille. Mes mains tremblaient en tournant les pages. Tout était là, documenté dans les moindres détails. L'arbre généalogique de la famille de ma mère, remontant à 4 générations. Ce n'étaient pas des gens simples d'un petit village. C'étaient des commerçants établis, des éducateurs pionniers. L'un d'eux avait même été conseiller du roi à l'époque précoloniale. Il y avait des copies de certificats d'études. Mon grand-père avait fréquenté l'université à une époque où la plupart des hommes étaient analphabètes. Des registres de propriété, des terres ancestrales à Enugu, qui se transmettaient de génération en génération. Des terres ancestrales. Ce mot a pulsé dans mon esprit comme un tambour de guerre. Ma mère venait d'une famille de propriétaires terriens, des terres qui, techniquement, devaient me revenir, en tant que fille unique. Des terres sur lesquelles Chidinma n'avait aucun droit, aucun accès, aucune revendication. À moins que la lignée de ma mère ne soit remise en question. À moins qu'il ne soit établi qu'elle venait d'une origine humble, d'une famille simple, sans bien réel à transmettre. La pluie continuait de tomber, mais je ne l'entendais plus. Tout ce que j'entendais, c'était le sang battre à mes tempes alors que la vérité, terrible et claire, se cristallisait. Les mensonges de Chidinma ne concernaient pas une insécurité personnelle. Il ne s'agissait pas de rivaliser avec un souvenir. Il s'agissait de réécrire l'histoire pour réécrire les droits de succession. Il s'agissait de voler un héritage sous couvert d'une révision sociale anodine. Et mon père. Mon père restait silencieux pendant que cela se produisait. Sa canne de patriarche, symbole d'autorité et de vérité, ne servait à rien s'il ne l'utilisait pas pour défendre ce qui était juste. Je me suis assise dans cette pièce ancestrale, serrant le livre de contes de ma mère contre ma poitrine, sa photo m'observant. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas impuissante. Je me sentais armée, parce que maintenant, j'avais plus que des souvenirs. J'avais des preuves. J'avais une documentation qu'aucun mensonge bien répété ne pourrait contredire. J'avais la vérité entre les mains, écrite de la main méticuleuse d'une femme qui valorisait la précision par-dessus tout. Mais la question demeurait, gagnant en intensité à chaque battement de mon cœur. Qu'allais-je faire de cette vérité? Affronter Chidinma immédiatement serait satisfaisant, mais futile. Elle était passée maître dans l'art de détourner l'attention, de se poser en victime, de faire passer toute confrontation pour une attaque injuste. J'avais besoin de stratégie, pas d'impulsivité. Et puis je me suis souvenu, la grande réunion de famille approchait. Dans 2 semaines,
La famille élargie se réunirait pour célébrer le 70e anniversaire du frère aîné de mon père. Des cousins de villes lointaines, des oncles et tantes que je n'avais pas vus depuis des années, les anciens de la communauté. Tout le monde serait là, y compris des gens qui avaient connu ma mère, qui avaient connu sa famille, qui connaissaient la vérité. Un sourire lent s'est dessiné sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire de quelqu'un qui voyait enfin le jeu dans son intégralité. Chidinma avait construit sa maison de mensonges avec soin, brique par brique, dans des conversations privées et des insinuations subtiles. Mais les maisons bâties sur des mensonges ont des fondations fragiles, et j'étais sur le point d'ébranler ces fondations jusqu'à ce que tout s'effondre. J'ai remis le livre de comptes sur l'étagère, mais j'ai photographié chaque page pertinente avec mon téléphone. En littérature africaine, nous enseignons que la tradition orale est puissante, mais que la documentation écrite est éternelle. Ma mère le savait. C'est pour cela qu'elle tenait des registres. Je me suis levé, j'ai épousseté ma jupe et j'ai regardé une fois de plus la photo de ma mère. Ses yeux semblaient briller dans la faible lumière de la chambre, et j'aurais juré pouvoir entendre sa voix. Ce proverbe Igbo qu'elle citait toujours, « Ezioku bundu, la vérité est la vie. Maman, ai-je chuchoté, je vais restaurer ton honneur, je te le promets. » La pluie a commencé à diminuer. Et alors que je sortais de cette pièce ancestrale, portant la vérité dans mon cœur et dans mon téléphone, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De la détermination. Car Chidinma avait sous-estimé une chose fondamentale à mon sujet. J'étais la fille de ma mère. Et ma mère m'avait appris que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, mérite toujours d'être défendue. Que le silence face à l'injustice est une complicité. Que la patience n'est pas une faiblesse lorsqu'elle est stratégique. 2 semaines. J'avais 2 semaines pour me préparer, pour planifier, pour m'assurer que lorsque je prendrais la parole, chaque mot porterait le poids d'une vérité indiscutable. Chidinma était en train de réécrire l'histoire de ma famille. Mais elle avait oublié que toute bonne histoire a un rebondissement. Et j'étais sur le point de livrer le plus grand rebondissement qu'elle n'ait jamais vu venir. La réunion de famille allait être intéressante. Très intéressante. Car alors que Chidinma arriverait drapé dans ses tissus onéreux, portant sa fausse autorité et ses mensonges bien répétés, j'arriverais avec quelque chose de bien plus puissant. J'arriverais avec la vérité. 2 semaines peuvent paraître une éternité quand on porte un secret qui vous brûle la paume de la main. Chaque jour passé depuis cette pluie dans la chambre ancestrale a été une épreuve de patience, de stratégie, de force silencieuse. Je n'avais pas seulement découvert la vérité sur ma mère. J'avais découvert quelque chose de bien plus révélateur sur Chidinma. Qu'elle n'était pas seulement une menteuse. Elle était méthodique, patiente et extrêmement ambitieuse. Mais elle avait sous-estimé une chose fondamentale. J'étais la fille de ma mère. Et ma mère m'avait appris que la sagesse ne crie pas, elle observe. Que la vérité n'a pas besoin de précipitation, elle a besoin de temps. La réunion de famille devait avoir lieu dans notre complexe à Ikeja, un samedi après-midi, quand le soleil châtie Lagos sans pitié. Tantes, oncles, cousins, anciens de la communauté, tous viendraient. C'était une de ces réunions traditionnelles où les affaires de famille sont discutées, où les héritages sont honorés, où les histoires sont racontées et transmises. Chidinma avait tout organisé. Choisi la date, invité les gens, préparé la nourriture. Elle se déplaçait dans le complexe comme une reine inspectant son royaume, son gel jaune et or étincelant sous la lumière, ses tissus Ankara coûteux bruissant à chaque pas calculé. « Amara, ma chérie », m'a-t-elle appelé le matin de la réunion, sa voix dégoulinant de ce faux miel que je ne connaissais que trop bien. « Assure-toi que la chambre ancestrale est bien rangée. Je vais montrer aux anciens à quel point je prends soin des traditions de cette famille, à quel point elle en prend soin. » Comme si ces traditions n'existaient pas des décennies avant qu'elles ne mettent les pieds dans cette maison. « Bien sûr, Chidinma, » ai-je répondu, ma voix calme comme de l'eau dormante. « Je veillerai à ce que tout soit en ordre. » Elle m'a fait ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce sourire qui disait qu'elle pensait avoir gagné, que j'étais devenue docile, soumise, que j'avais enfin accepté ma place dans sa version de notre histoire familiale. Si seulement elle savait. En rangeant la chambre ancestrale, mes yeux se sont posés sur la photographie de ma mère. Ses yeux semblaient me suivre, comme ils le faisaient toujours. Et j'ai chuchoté tout bas, là où personne ne pouvait entendre.
Aujourd'hui, maman. Aujourd'hui, ton honneur commence à être restauré. Les gens ont commencé à arriver vers 15 heures. Oncle Emeka avec son rire sonore, tante Ngozi avec ses histoires interminables. Les anciens, Maziobi et Mama Adaez, dont les bénédictions étaient synonymes de respect dans la communauté. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des mois. La maison s'est remplie de voix, de vie, d'une chaleur humaine qui allait au-delà de la température étouffante de Lagos. Et au centre de tout, comme toujours, se trouvait Chidinma. Elle évoluait parmi les invités avec une grâce étudiée, offrant des boissons, plaisantant, effleurant les bras, construisant cette image soigneusement fabriquée de matriarche bienveillante, de gardienne des traditions, de seconde épouse honorant la première. Mon père, le chef Okonkwo, était assis sur sa chaise habituelle dans la cour centrale, sa canne traditionnelle posée à ses côtés. Il observait tout de ses yeux attentifs que les gens sous-estiment souvent. Depuis la mort de ma mère, il était devenu plus silencieux, plus renfermé, comme si une partie de lui avait été enterrée avec elle. Mais je connaissais mon père. Je connaissais la lueur dans ses yeux quand quelque chose captait son attention. Je connaissais la façon dont ses doigts tapotaient légèrement sur sa canne lorsqu'il traitait une information. Je connaissais l'homme qui se cachait derrière ce silence. La question était, voyait-il ce que je voyais? Ou Chidinma avait-elle réussi à le tromper lui aussi? Venez, venez, a appelé Chidinma pour inviter tout le monde à s'asseoir dans la cour centrale, où chaises et bancs avaient été disposés en demi-cercle. Commençons. Nous avons beaucoup à célébrer et à discuter aujourd'hui. Je me suis assise discrètement sur le côté, à un endroit d'où je pouvais observer tous les visages, où je pouvais voir les réactions, où je pouvais tâter le terrain. Tout d'abord, a commencé Chidinma, sa voix prenant ce ton formel qu'elle utilisait quand elle voulait paraître importante. Je tiens à vous remercier tous d'être venus. Cette famille, la famille Okonkwo, est bénie. Et aujourd'hui, je veux que nous nous souvenions de nos racines, que nous honorions ceux qui nous ont précédés. De belles paroles, des paroles vides venant de lèvres qui mentaient si facilement. Le chef Okonkwo, poursuivit-elle, se tournant vers mon père avec une déférence théâtrale, a tant construit dans cette vie. Et moi, en tant qu'épouse, je suis honoré d'aider à préserver l'héritage de cette maison. Maziobi, l'un des anciens, a hoché la tête en signe d'approbation. Tante Ngozi a murmuré quelque chose sur le fait que Chidinma était une bénédiction. J'ai vu comment elle collectionnait ses approbations comme des trophées, les ajoutant à son armure de fausse légitimité. Et alors, elle a fait ce que je savais qu'elle ferait. Ce que j'attendais. La raison pour laquelle j'avais passé 2 semaines dans le silence, lui permettant de se sentir suffisamment en sécurité pour franchir l'étape suivante. Vous savez, a dit Chidinma, sa voix devenant plus douce, plus intime, comme si elle partageait de précieuses confidences, que j'ai toujours respecté la première épouse du chef Okonkwo. Qu'elle repose en paix. Le silence qui a suivi avait une texture, lourd d'attente. Mais je pense qu'il est important, surtout pour les plus jeunes ici présents, a-t-elle poursuivi, ses yeux balayant le groupe mais évitant soigneusement les miens. Que nous comprenions toute la vérité de notre histoire familiale. Que nous n'idéalisions pas le passé d'une manière qui déforme la réalité. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mais mon visage est resté un masque de calme, d'observation, de patience. La première épouse. Et là, Chidinma marqua une pause, comme si elle choisissait ses mots avec soin, alors qu'en réalité elle avait répété cela des centaines de fois. Venait d'une famille, comment dire, simple, très simple. Des gens honnêtes, bien sûr, mais sans éducation, sans propriété. Sans la tradition qu'une famille comme les Okonkwo mérite. L'air quitta mes poumons, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Elle le faisait. Elle le faisait vraiment, devant tout le monde. Je ne dis pas ça pour rabaisser qui que ce soit, continua Chidinma, la voix dégoulinante de fausse compassion. Mais la vérité est la vérité. C'était une bonne femme, dans la mesure de ses moyens. Mais, sa famille. Eh bien, disons que le chef Okonkwo a été extraordinairement généreux en l'épousant. Il l'a élevée. Il lui a donné un statut qu'elle n'aurait jamais connu autrement. Tante Ngozi semblait mal à l'aise. Oncle Emeka regardait ses mains, mais personne ne parla. Personne ne contesta. Parce que Chidinma avait soigneusement bâti sa crédibilité au cours de 3 années. Parce qu'elle savait exactement comment emballer du poison dans du papier cadeau. En fait,
Et là, sa voix devint encore plus ferme, plus autoritaire. Sa famille avait une réputation douteuse dans leur village d'origine. Ils étaient connus pour, comment le dire délicatement, pour ne pas honorer leurs engagements, pour être, disons, malhonnêtes en affaires. Malhonnête. Elle avait traité la famille de ma mère de malhonnête. Ma mère, dont la photo se trouvait à quelques mètres de là, dans la chambre des ancêtres, dont l'intégrité était légendaire parmi tous ceux qui l'avaient reconnue, dont la famille possédait des terres depuis des générations, enregistrées dans des documents que j'avais maintenant sur mon téléphone. Chidinma, la voix de Masi Obi fendit l'air. Ce sont des accusations graves envers les morts. En es-tu sûr? Pendant une seconde, juste une seconde, j'entrevis une lueur sur son visage. De l'incertitude, de la frayeur, mais elle l'étouffa rapidement sous ce sourire assuré. Masi Obi, avec tout le respect que je vous dois, je ne dis que la vérité. Demandez à n'importe qui de son village, ils confirmeront. Sa famille n'avait rien. Aucune terre, aucune réputation. C'est le chef Okonkwo qui... Elle fit une pause dramatique, qui a sauvé son honneur en l'épousant. Silence. Je pouvais sentir les regards de certains se tourner vers moi, en attente, voulant voir comment la fille réagirait en entendant sa mère être ainsi diffamée, en entendant l'héritage de sa famille être piétiné. Et c'est alors qu'un moment extraordinaire se produisit. J'ai souri. Pas un grand sourire, rien d'évident, mais un petit sourire qui touchait juste le coin de mes lèvres. Le genre de sourire que ma mère avait l'habitude de faire quand elle savait quelque chose que les autres ignoraient, quand elle détenait la vérité comme un secret précieux. Amara. Shidanma se tourna finalement vers moi, la voix douce, mais avec une pointe de défi. Tu es jeune. Tu ne connais peut-être pas toutes ces histoires sur la famille de ta mère, mais il est important que tu saches la vérité, pour que tu puisses comprendre ta juste place dans cette famille. Ma juste place. Comme si j'étais une intruse. Comme si le sang des Okonkwo ne coulait pas dans mes veines. Tous les regards convergeaient vers moi maintenant, en attente. La fille, face à la vérité crue sur ses origines modestes. Le moment où je devais me replier. Accepter. Baisser les yeux de honte. J'ai croisé son regard, et j'ai gardé mon sourire. Shidanma. Ma voix sortit calme, posée, portant ce poids de la vérité qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Quelles histoires intéressantes tu racontes? Ce ne sont pas des histoires, répliqua-t-elle vivement, son ton devenant légèrement défensif. Ce sont des faits. Des faits, répétai-je, comme si je savourais le mot. Oui, les faits sont importants, n'est-ce pas? Très importants. Quelque chose traversa son visage. De la confusion. Elle s'attendait à des larmes, de la colère. Un déni émotionnel qui me ferait paraître sur la défensive et, par conséquent, coupable. Elle ne s'attendait pas au calme. Elle ne s'attendait pas à ce sourire. « Tu as quelque chose à dire, Amara ?» demanda Masi Obi, d'une voix douce, mais curieuse. Pendant un instant, juste un instant, j'ai hésité. Je pourrais le faire maintenant. Je pourrais sortir mon téléphone. Je pourrais montrer les photos des titres de propriété. Je pourrais prouver, ici et maintenant, que chaque mot sorti de la bouche de Chidinma était un mensonge calculé. Mais quelque chose m'a retenu. Une leçon que ma mère m'avait enseignée sur la stratégie. Sur le fait de donner assez de cordes aux gens pour qu'ils se pendent eux-mêmes. Car si Chidinma mentait à ce sujet, sur quelque chose d'aussi facilement vérifiable, sur quoi d'autre mentait-elle? Et pourquoi? Quel était le grand jeu auquel elle jouait? Non, Masi Obi, répondis-je doucement, sans jamais quitter Chidinma des yeux. Je n'ai rien à dire. Pas encore. Pas encore. 2 mots qui portèrent le poids d'une promesse. Je vis Chidinma se détendre. Juste un peu. Elle pensait avoir gagné, que j'acceptais, que la brebis avait été domptée. Très sage de ta part, mon enfant, dit-elle en me renvoyant son sourire venimeux. Il est bon d'accepter la vérité, même quand elle blesse. La réunion se poursuivit. D'autres sujets furent abordés. Des plans pour le mariage d'un cousin. Des questions de terres familiales à régler. La vie normale d'une grande famille nigériane gérant ses affaires courantes. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. Les regards posés sur moi étaient désormais empreints de pitié, comme si j'étais moindre, comme si ma lignée avait été rabaissée à leurs yeux. Et Shidinma? Chidinma resplendissait. Elle avait eu ce qu'elle voulait, semer le doute, reformuler le récit, s'imposer comme la meilleure épouse, celle qui aurait apporté le vrai prestige à cette famille. Durant toute la réunion, mon père était resté silencieux.
observateur, sa canne posée à côté de lui, ses doigts tambourinant légèrement sur la coudoir de son fauteuil. Quand les gens ont commencé à se disperser, cherchant à manger et à boire, à se promener dans la cour, je me suis levé pour aller dans la chambre ancestrale. J'avais besoin d'un moment. Juste un moment loin des regards de pitié, loin du triomphe éclatant de Chidinma. Mais en passant près du fauteuil de mon père, j'ai senti sa main effleurer mon bras. Amara, sa voix était basse, destinée à mes seules oreilles. Je me suis tourné vers lui. Et pendant une brève seconde, nos yeux se sont croisés. Il y avait quelque chose là. Quelque chose que je n'avais pas remarqué depuis longtemps. Une lueur. Une étincelle de compréhension. Il n'a rien dit de plus. Juste ce contact. Ce regard. Et puis il m'a lâché et a reporté son attention sur les invités. Mais c'était suffisant. Suffisant pour me dire que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Dans la chambre ancestrale, j'ai regardé à nouveau la photographie de ma mère. L'après-midi projetait de longues ombres à travers la pièce, donnant l'impression que ses yeux étaient vivants, vigilants. Elle s'est pendue par sa propre corde, maman, ai-je chuchoté. Elle a menti sur quelque chose d'aisément vérifiable, sur les terres, sur la réputation, sur des éléments qui ont laissé des preuves écrites. J'ai sorti mon téléphone et regardé les photos que j'avais prises. Des titres de propriété de la famille de ma mère, datant de 1947. Des certificats d'honneur décernés à mon grand-père pour services rendus à la communauté. Des registres de mariage, de baptême, de transactions commerciales, tous méticuleusement conservés. La famille de ma mère n'était pas malhonnête. Elle n'était pas sans bien. Elle n'était pas sans réputation. C'était tout cela que Chidinma venait de nier publiquement. Et j'en avais la preuve. Mais la question qui me brûlait de l'intérieur n'était plus seulement de restaurer l'honneur de ma mère. C'était plus grand, plus urgent. Pourquoi Chidinma faisait-elle cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi avait-elle besoin d'établir publiquement que la famille de ma mère était malhonnête et sans bien? Il y avait un jeu plus vaste qui se jouait ici. Et je devais comprendre lequel avant d'abattre mes cartes. Car s'il y a une chose que ma mère m'a apprise, c'est que la vérité est plus puissante lorsqu'elle arrive au bon moment. Lorsqu'elle détruit non seulement un mensonge, mais toute une structure de mensonges. Chidinma venait de me faire un cadeau. Elle avait menti publiquement, devant des témoins, sur des faits vérifiables. Elle avait créé des attentes, construit un récit, et plus on construit haut avec des mensonges, plus la chute est dévastatrice quand la vérité arrive. Je pouvais attendre, je pouvais observer, je pouvais la laisser se sentir en sécurité, victorieuse, intouchable, parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait, que j'avais des documents, que j'avais des preuves, que j'avais la vérité de mon côté. Et plus important encore, j'avais de la patience d'attendre le bon moment. Le moment où une seule vérité révélée ne ferait pas que l'embarrasser, mais détruirait complètement la crédibilité qu'elle avait passé 3 ans à bâtir. Ezioku Bundu, chuchotai-je, répétant le proverbe de ma mère. La vérité est vie, et Chidinma était sur le point de découvrir ce qui se passe quand on construit sa vie sur des mensonges. De la cour, j'entendis son rire. Fort, confiant, victorieux. Laisse-la rire, pensai-je, qu'elle croit avoir gagné. Car pendant qu'elle célébrait sa victoire, je faisais quelque chose de bien plus dangereux. J'observais, je documentais, je reliais les points. Et quand viendrait finalement mon tour de parler, chaque mot que je prononcerais porterait le poids de la vérité indiscutable. Chidinma avait déclaré la guerre à la mémoire de ma mère, à l'héritage de ma famille, à mon propre honneur. Elle ne savait simplement pas encore qu'elle avait déclaré une guerre qu'elle ne pouvait pas gagner. Parce que la vérité, peu importe le temps qu'elle met à émerger, finit toujours par trouver un moyen d'éclater au grand jour. Et je serai la lanterne qui l'éclairerait. La vérité est vie. Ezioku Bundu. Les mots de ma mère résonnèrent dans mon esprit alors que j'observais Chidinma de l'autre côté de la cour, son rire fendant encore l'air humide de l'après-midi à Lagos comme une lame acérée. Elle ne savait pas. Elle n'avait aucune idée que, pendant qu'elle célébrait sa victoire, je faisais quelque chose de bien plus dangereux que de la confronter à ce moment-là. J'attendais. J'observais. Je la laissais croire qu'elle avait gagné, car il y a un proverbe que ma mère avait l'habitude de dire quand j'étais enfant. Celui qui est pressé de finir son repas avale des arêtes de poisson. Et Chidinma était très pressée. Elle était pressée de réécrire notre histoire, pressée d'effacer la mémoire de ma mère, pressée de s'établir comme la véritable matriarche de cette famille.
Mais la précipitation signifie aussi la négligence. Et la négligence laisse des traces. Ce soir-là, après que chacun fut parti de la réunion familiale, je suis resté dans le salon, feignant de lire, tandis que Chidinma et mon père discutaient dans son bureau. La porte était entr'ouverte, juste une fente, assez pour que les voix me parviennent. « Okonkwo !» entendis-je Chidinma dire, sa voix mêlant miel et poison. « Nous devons discuter de la question des terres. » Tout mon corps se figea. Les terres. Le mot plana dans l'air comme de la fumée. Quelle terre? La voix de mon père semblait fatiguée. Elle semblait toujours fatiguée ces derniers temps. Les terres ancestrales d'Enugu. Les terres qui appartenaient à la famille de ta première épouse. Ma première épouse. Même pas son nom. Comme si ma mère n'était qu'un poste temporaire désormais occupé en permanence par Chidinma. Je sentis la bile monter dans ma gorge, mais je me forçai à rester immobile, à continuer d'écouter. Qu'est-ce qu'elles ont les terres d'Enugu? Mon père semblait sincèrement confus. Eh bien. Chidinma marqua une pause, et je pouvais parfaitement imaginer son expression. Ce sourire soigneusement calibré qu'elle arborait lorsqu'elle était sur le point de présenter quelque chose de scandaleux, comme si c'était parfaitement raisonnable. Comme tu le sais, sa famille n'avait pas grand-chose en termes de biens fonciers. Des gens modestes. Des travailleurs manuels, comme je l'ai mentionné aujourd'hui. Ces terres à Enugu, en réalité, ne venaient pas de son côté de la famille. Elles venaient de ton grand-père, n'est-ce pas? Mensonge. Un mensonge pur et effronté. Les terres d'Enugu appartenaient à la famille de ma mère depuis 3 générations. Mon arrière-grand-père avait cultivé cette terre, construit la première maison en briques sur ce terrain, planté les cocotiers qui produisent encore aujourd'hui. J'avais visité ces terres chaque été de mon enfance. J'avais couru pieds nus sur ce sol rouge, écouté les histoires des anciens à l'ombre de ces arbres. Et maintenant, Chidinma était assise dans le bureau de mon père, réinventant même cela. « Je ne pense pas », commença mon père, mais Chidinma l'interrompit doucement. « Bien sûr, tu ne te souviens peut-être pas de tous les détails. C'était il y a tant d'années. Mais j'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont connu tes parents, et tout le monde est d'accord. Les terres venaient du côté Okonkwo, ce qui signifie, elle fit une autre pause délicate, que techniquement, en tant que ta femme, j'aurais des droits légitimes d'administration sur ces propriétés. » Il y eut un long silence. Je retins mon souffle. « Chidinma » dit enfin mon père, et il y avait quelque chose dans sa voix. Pas exactement de la colère, pas exactement de la méfiance, mais pas non plus de l'accord. Ces terres ont été laissées à Amara, dans le testament de sa mère. Ah, oui, le testament. Chidinma rit légèrement, comme si elle discutait de quelque chose de trivial. Mais les testaments peuvent être contestés, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'ils sont basés sur de fausses prémices concernant l'origine des propriétés. Je ne dis pas que nous devrions faire cela immédiatement, bien sûr. Mais il serait sage de clarifier les choses légalement. Pour la tranquillité d'esprit de tous. Tu ne crois pas? Pas de réponse de mon père. Juste un silence lourd et dense. De toute façon, continua Chidinma, sa voix maintenant plus légère, comme si elle avait déjà planté la graine qu'elle voulait planter. Nous n'avons rien à décider ce soir. C'est juste quelque chose à considérer. Pour le bien de la famille. Pour le bien de la famille. Comme si voler l'héritage de sa belle-fille était un acte de bonté. J'entendis le bruit de la chaise de mon père grincer alors qu'il se levait. Il est tard. Allons dormir. Rapidement, je pris mon livre et feignis d'être absorbé par ma lecture alors qu'ils sortèrent du bureau. Chidinma passa devant moi sans un regard, montant déjà les escaliers. Mais mon père s'arrêta. Un instant, je crus qu'il allait dire quelque chose. Ses yeux rencontrèrent les miens. Il y avait quelque chose là. De la fatigue, oui. Mais aussi... Quoi? De la culpabilité? De la confusion? Ou peut-être juste l'épuisement d'un homme qui a perdu une femme et qui perdait maintenant lentement le contrôle de sa propre maison. « Bonne nuit, Amara », dit-il finalement, sa voix douce. « Bonne nuit, papa. » Et puis il monta aussi, me laissant seul dans le salon avec le poids de ce que je venais d'entendre. Des terres. Elle en voulait aux terres. Tout s'emboîta soudainement, comme les pièces d'un puzzle trouvant enfin leur place. Les mensonges sur la famille de ma mère ne concernaient pas seulement le statut social ou l'orgueil blessé. C'était stratégique, calculé. Si Chidinma parvenait à établir que la famille de ma mère était sans honneur, sans propriété, sans valeur, alors elle pourrait prétendre que les terres n'avaient jamais vraiment été les leurs au départ. C'était du vol. De l'appropriation voilée par un mince vernis de légitimité juridique.
Et mon père, que Dieu me vienne en aide. Mon père était tellement plongé dans son propre deuil et sa fatigue, qu'il ne pouvait même pas voir ce qui se passait juste sous son nez. Cette nuit-là, je ne pus trouver le sommeil. Je restais allongé dans l'obscurité, fixant le plafond, écoutant les bruits nocturnes de la gosse. Des klaxons lointains, le générateur des voisins qui bourdonnait, l'aboiement occasionnel d'un chien. Et je planifiais. Parce que maintenant je comprenais. Il ne suffisait pas simplement de prouver que Chidinma mentait sur des détails triviaux de l'histoire familiale. Je devais tout documenter. Chaque mensonge, chaque distorsion, chaque manipulation soigneusement construite. Je devais bâtir un dossier si solide, si indiscutable, que lorsque viendrait enfin le moment de parler, il n'y aurait aucune place pour le débat. Les jours suivants, je devins une ombre dans ma propre maison. Observant, écoutant, prenant des notes mentales de chaque conversation, chaque interaction, chaque moment où Chidinma plantait une graine supplémentaire de son faux récit. Je visitais la salle des ancêtres quand elle n'était pas à la maison. La petite pièce au fond de la maison où nous gardions les photos de famille, les vieux documents, les objets des générations passées. Ma mère avait toujours gardé cette pièce impeccablement organisée. Chaque document à sa place, chaque photo cataloguée et datée. Chidinma n'entrait jamais là. Pour elle, ce n'était qu'une pièce poussiéreuse pleine de vieilleries de gens morts. Mais pour moi, c'était un trésor. Une archive vivante de notre vérité. Je trouvais les titres de propriété des terres d'Enugu, datés de 1946, le nom de mon arrière-grand-père, clair comme de l'eau de roche, à l'encre délavée. Le transfert à mon grand-père en 1972. Et puis, à ma mère en 1995. 3 générations, documentées, indiscutables. Je photographiais chaque page avec mon téléphone. Je sauvegardais les fichiers à 3 endroits différents. Cloud, disque dur externe, et j'imprimais même des copies physiques que je cachais dans des endroits où Chidinma ne penserait jamais à chercher. J'ai retrouvé de vieilles photographies. Ma mère, encore enfant, debout devant la maison en briques à Enugu, son père à ses côtés. Des photos des fêtes de la moisson sur ses terres. Des documents montrant les impôts fonciers payés année après année par la famille de ma mère. Chaque preuve était comme une arme que je polissais soigneusement et que je gardais pour le moment opportun. Mais je ne collectais pas seulement des documents. C'était aussi des témoins. J'ai appelé la cousine de ma mère, tante Ngozi, qui vivait encore à Enugu, une femme de 73 ans à la mémoire tranchante comme du verre. J'ai enregistré notre conversation avec sa permission, alors qu'elle racontait l'histoire des terres, les noms de chaque personne ayant vécu là, les cérémonies célébrées sous ces cocotiers. « Pourquoi demandes-tu tout cela, Amara » m'a-t-elle demandé à la fin, d'une voix curieuse mais douce. « Parce que quelqu'un essaie de réécrire notre histoire, tante, et je ne le permettrai pas. » Il y eut un silence. Puis sa voix s'éleva, ferme et claire. « Ta mère serait fière de toi, mon enfant. Ezioku Bundu, la vérité, c'est la vie. » Les mêmes mots, le même proverbe. Pendant ce temps, Chidinma poursuivait sa campagne. À chaque réunion de famille, à chaque événement social, elle tissait son récit un peu plus. Toujours subtilement, toujours avec ce sourire, toujours présentée comme si elle ne faisait que partager des souvenirs innocents. Ah, oui, la famille de ma prédécesseur était des gens si simples, d'honnêtes travailleurs bien sûr, mais sans grande éducation, ni bien. Et je la laissais parler. Je souriais poliment. J'opinais du chef quand il le fallait. Je ne la confrontais jamais. Je ne donnais jamais la moindre indication que je savais exactement ce qu'elle faisait. Car il y a un autre proverbe que j'ai appris. Pas de ma mère cette fois, mais de mon professeur de littérature à l'université. Donnez suffisamment de corde à quelqu'un et il se pendra. Chidinma réclamait de la corde et j'étais heureuse de lui en fournir. 3 semaines après cette conversation dans le bureau de mon père, Chidinma a abattu ses cartes. C'était un dimanche après-midi. La famille était réunie pour le déjeuner, comme nous le faisions chaque mois. Oncles, tantes, cousins, tous rassemblés dans la grande cour, mangeant du riz jollof et du poulet rôti, riant et discutant. Chidinma a attendu que tout le monde soit détendu, repu par la nourriture et la bonne compagnie. Alors, avec la délicatesse d'un serpent glissant dans l'herbe, elle a abordé le sujet. « Okonkwo et moi avons réfléchi, » commença-t-elle, la voix assez forte pour capter l'attention de la table principale. Avec tant de litiges fonciers devant les tribunaux ces derniers temps,
Il serait sage de s'assurer que toutes nos affaires familiales soient en ordre, clairement documentées, sans ambiguïté. Les visages se tournèrent vers elle avec un intérêt poli. Surtout, poursuivit-elle, les propriétés ancestrales, les terres d'Enugu, par exemple. Nous voulons être sûrs que tout est absolument clair concernant leur origine et leurs propriétés légitimes. J'ai senti mon cœur s'accélérer, mais j'ai gardé un visage soigneusement neutre. Mon père a froncé les sourcils. La situation des terres d'Enugu est parfaitement claire, Chidinma. Elles sont dans le testament de ma femme, légué à Amara. Oui, bien sûr. Chidinma fit un geste de la main comme si elle était tout à fait d'accord. Mais ce que je dis, c'est que nous devons documenter correctement les origines, pour la postérité, pour qu'il n'y ait pas de confusion pour les générations futures. L'un de mes oncles, oncle Emeka, un avocat à la retraite, se pencha en avant. Quel genre de confusion prévois-tu, Shidanma? Elle sourit. Ce sourire parfaitement répété. Aucune confusion, mon oncle. Juste de la clarté. Voyez-vous, certains des anciens avec qui j'ai parlé ont mentionné que les terres d'Enugu pourraient en provenir à l'origine du côté Okonkwo de la famille, et non du côté de ma prédécesseur. Si c'est le cas, il serait important de documenter cela correctement. Le silence tomba sur la table. Oncle Emeka regarda mon père. Est-ce vrai, Okonkwo? Mon père semblait complètement perdu. Non, j'ai toujours compris que les terres appartenaient à la famille de ma femme. Les souvenirs peuvent être trompeurs, dit doucement Chidinma. Surtout après tant de temps. C'est pourquoi je suggère que nous convoquions une réunion de la communauté. Une réunion en bonne et due forme avec les anciens d'Enugu, qui peuvent témoigner de la véritable histoire de ces terres. Ainsi nous pourrons lever toute ambiguïté une bonne fois pour toutes. Elle regarda autour de la table, son visage étant l'image même de la raison et d'une inquiétude appropriée. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord pour dire que la vérité est ce qui compte. Peu importe nos suppositions personnelles. La vérité est ce qui compte. Elle avait l'audace d'utiliser ces mots, de s'approprier la valeur selon laquelle ma mère avait vécu, et de l'utiliser comme une arme pour voler l'héritage de sa fille. J'ai observé les visages autour de la table. La confusion, l'incertitude. Le lent hochement de tête, alors que les gens commençaient à penser que oui, peut-être qu'une réunion communautaire serait une bonne idée. Juste pour être sûr. Juste par souci de clarté. Et j'ai réalisé, avec une clarté froide et implacable, que si je ne faisais rien, si je laissais cette réunion se dérouler selon les conditions de Chidinma, elle gagnerait. Elle amènerait des témoins achetés. Elle présenterait sa version si bien répétée de l'histoire. Et mon père, perdu dans son deuil et sa fatigue, pourrait très bien la croire. Les terres de ma mère seraient volées, son nom serait souillé, sa mémoire serait réécrite. À moins que je ne fasse quelque chose. Je trouve que c'est une excellente idée, m'entendis-je dire, ma voix calme et claire. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Chidinma cligna des yeux, visiblement surprise. Elle s'était attendue à de la résistance. Elle s'était attendue à ce que je m'oppose. Mais je souriais, un sourire aussi poli et agréable que le sien. Une réunion communautaire est exactement ce dont nous avons besoin, ai-je continué. Pour que la vérité sur notre famille, sur l'héritage de ma mère, sur tout, puisse enfin être dite. Entièrement. Sans ambiguïté. Il y avait quelque chose dans mon ton, un certain poids que j'ai mis sur le mot « vérité », qui fit hésiter Chidinma. Un instant, juste un instant, je vis l'incertitude traverser son visage. Mais son sourire revint aussitôt. Parce qu'après tout, pourquoi s'inquiéterait-elle? Je n'étais qu'une jeune professeure d'université. Elle était l'épouse du chef. Elle avait des relations, des ressources, la confiance qu'elle pouvait modeler n'importe quelle narration à son avantage. Elle ne savait rien des documents que j'avais rassemblés, les photographies, les enregistrements de témoins, le dossier méticuleux et soigneux de la vérité que j'avais bâti pendant des semaines. Elle ne savait pas que, pendant qu'elle était occupée à tisser sa toile de mensonges, je construisais une forteresse de faits. Merveilleux, dit Chidinma, sa voix débordant pratiquement d'une fausse satisfaction. C'est donc décidé. J'organiserai la réunion. J'inviterai les anciens appropriés. Nous ferons les choses correctement, avec toute la dignité qu'un tel sujet mérite. J'acquiesçai. Certainement. Avec toute la dignité. Mon père me regarda, la confusion évidente dans ses yeux. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais si promptement d'accord. Il ne savait pas que j'étais sur le point de faire quelque chose qu'il n'avait pas eu le courage de faire.
défendre la vérité. Quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, après le départ de tous, je suis retourné dans ma chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai parcouru les dossiers que j'avais recueillis, chaque document, chaque photographie, chaque enregistrement audio. Tout était vrai, tout était vérifiable, tout était incontestable. Et dans 2 semaines, quand Chidinma convoquerait sa réunion communautaire, pensant qu'elle consolidait sa victoire, je serai prête. Non pas seulement pour défendre la mémoire de ma mère, non pas seulement pour protéger mon héritage, mais pour faire quelque chose de bien plus important. Pour montrer que la vérité, aussi enfouie soit-elle, aussi obscurcie qu'elle puisse être par des mensonges soigneusement construits, trouve toujours un moyen d'émerger. Ezioku Bundu. La vérité est la vie. Et Chidinma était sur le point de découvrir qu'on ne peut pas construire une vie sur des mensonges sans que tout ne finisse par s'effondrer. Du rez-de-chaussée, j'entendis de nouveau son rire. Fort, confiant, victorieux. Laissez-la rire, pensai-je. Laissez-la croire que sa réunion communautaire sera son moment de triomphe. Parce que quand viendrait mon moment de parler, chaque mot que je prononcerais porterait le poids de 3 générations de vérité. Et aucune quantité de charme, de manipulation ou de mensonge bien habillé ne pourrait y résister. La réunion était fixée. La scène était prête. Et moi, la fille silencieuse que Chidinma avait si complètement sous-estimée, était sur le point de montrer qu'il y a une grande différence entre être silencieuse et être faible. Ma mère m'a appris que la vérité est la vie. Chidinma était sur le point d'apprendre que les mensonges sont la mort. Et la mort, finalement, rattrape toujours ceux qui l'invitent. Mais la vérité, j'ai découvert pendant ces 2 semaines, a aussi un coût. Et le prix le plus élevé n'était pas la confrontation avec Chidinma. C'était la possibilité de me retrouver seul quand la fumée se dissiperait. Les 2 premiers jours après la fixation de la réunion communautaire furent une danse minutieuse de préparation. J'ai organisé mes documents par ordre chronologique. Le certificat de naissance de ma mère, prouvant sa lignée de la famille Nwosu, respecté dans toute la région depuis 3 générations. Les titres de propriété du terrain ancestral, avec le nom de ma mère clairement enregistré comme héritière légitime. Les registres de l'église, montrant le mariage de ses parents bénis par l'archevêque. Chaque papier, chaque sceau, chaque signature, un témoin silencieux contre les mensonges de Chidinma. Je les posais sur la table de mon salon chaque soir, les étalant comme un général étudiant un champ de bataille. Parce que c'est ce que ce serait. Une bataille. Et les batailles, je le savais, ont toujours des pertes. La question était, étais-je prête à en être une? Le 3e jour, Chidinma commença sa propre campagne. Je l'ai vu au marché, entouré de 3 des femmes les plus influentes de notre quartier. Son gel était trop élaboré pour un jeudi matin, tout enroulé de couches de tissu doré qui reflétaient la lumière du soleil comme une couronne. Son rire sonnait artificiel, répété, le genre de son qu'elle produisait quand elle s'efforçait de convaincre quelqu'un de quelque chose. Je restais derrière un étal de fruits, observant. La réunion sera l'occasion de faire enfin toute la lumière, disait-elle, sa voix portant pour s'assurer que tout le monde aux alentours puisse entendre. Il y a tant d'histoires contradictoires sur le passé de notre famille. Il est temps de rétablir la vérité. La vérité. Ce mot sonnait comme une obscénité dans sa bouche. L'une des femmes, Mama Adaez, se pencha vers elle. Et le chef Okonkwo. Parlera-t-il lui aussi? Chidinma sourit, et il y avait quelque chose de triomphant dans ce sourire qui me noua l'estomac. Mon mari est un homme sage. Il comprend que la paix familiale exige parfois que certaines vérités inconfortables soient reconnues. Certaines vérités inconfortables. Elle qualifiait ces mensonges de vérité. Et elle sous-entendait que mon père les soutiendrait. J'achetai mes mangues sans dire un mot et partis. Mais ces paroles me poursuivirent tout le long du chemin du retour. Ce soir-là, j'essayais de parler à mon père. Je le trouvais dans la salle des ancêtres, assis sur le fauteuil à bascule en bois qui avait appartenu à son propre père. La photo de ma mère était au mur au-dessus de lui, ses yeux doux baissés vers nous comme toujours. Il tenait sa canne traditionnelle à 2 mains, ses doigts traçant les motifs sculptés qui racontèrent l'histoire de notre lignée. « Père », commençai-je d'une voix douce, à propos de la réunion. Il ne leva pas les yeux. Chidinma prévoit de présenter sa version de l'histoire familiale, poursuivis-je. Sa version où maman venait d'une famille déshonorante, où la terre ancestrale ne devrait pas être à son nom, où... Je sais ce que Chidinma prévoit, m'interrompit-il, sa voix plus lasse que je ne l'avais jamais entendue. J'attendis.
Le silence s'étira entre nous comme une corde comptant de plus en plus fort. « Et tu vas la laisser faire » demandai-je finalement. Il soupira, un son si profond qu'il semblait venir d'un endroit en lui où la douleur résidait en permanence. « La paix a un prix, Amara. Ta mère comprenait cela. » Ma mère. Il parlait toujours d'elle en termes de paix, comme si sa plus grande qualité était le calme. Comme si le fait qu'elle n'ait jamais confronté, jamais lutté, jamais exigé, était une sorte de vertu sacrée. Mais ma mère m'avait aussi appris que la paix construite sur des mensonges n'est pas la paix. C'est juste du silence épais sur une colère souterraine. Maman comprenait aussi la vérité, répondis-je en gardant une voix ferme. Et elle n'aurait pas permis que sa mémoire soit souillée par des mensonges. Finalement, il me regarda. Ses yeux étaient rouges, fatigués. « Tu es jeune, Amara. Tu penses que la vérité résout tout. Mais parfois, la vérité ne fait que briser des choses qui ne peuvent être réparées. » « Et les mensonges ?» le défiai-je. « Les mensonges réparent-ils quelque chose ?» Il ne répondit pas. Il reporta simplement son regard sur la photographie de ma mère, et je sus que la conversation était terminée. Je quittai la salle des ancêtres avec l'impression qu'on avait dérobé le sol sous mes pieds. Il ne me soutiendrait pas. Pire, il pourrait bien soutenir Chidinma. Tout ça au nom de cette paix fantôme qu'il valorisait plus que la vérité elle-même. Les jours suivants furent une sorte de torture. Je voyais Chidinma se préparer, discuter avec les visiteurs, répéter ses histoires. Je la voyais mesurer la salle communautaire, planifier où chaque personne s'assiérait, orchestrant chaque détail comme s'il s'agissait d'une production théâtrale. Et je voyais mon père, silencieux, attentif, mais ne disant jamais rien. 2 soirs avant la réunion, Chidinma dîna avec nous pour la première fois depuis des semaines. Elle était radieuse, brillant presque d'anticipation. Elle servait mon père avec une attention exagérée, s'enquérait de sa santé, riait de choses qui n'étaient pas drôles. J'étais invisible à cette table, un fantôme dans la maison où j'avais grandi. « Chef, dit-elle en versant plus d'eau dans son verre, je suis si reconnaissante que tu sois là jeudi. Ta présence donnera à la réunion le poids dont elle a besoin. Quand les gens te verront là, ils sauront que ce qui est dit a ta bénédiction. » Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. Sa bénédiction. Elle déclarait publiquement qu'il soutenait sa version. Et mon père? Il hocha simplement la tête. Un petit signe, mais c'était suffisant. Chidinma sourit comme si elle venait de gagner une guerre. Je posai ma fourchette sur mon assiette. Le bruit résonna dans la salle à manger. « Excusez-moi » murmurai-je en me levant. Aucun des deux ne m'arrêta. Dans ma chambre, je m'assis au bord du lit, les documents éparpillés autour de moi. Toutes les preuves dont j'avais besoin. Des preuves irréfutables. Mais les preuves, réalisai-je, étaient inutiles si la personne dont vous aviez le plus besoin de la validation refusait de les voir. Ma mère me souriait depuis la petite photographie sur ma table de chevet. 28 ans depuis qu'elle était partie, et il y avait encore des moments où je pouvais entendre sa voix aussi clairement que si elle était assise à côté de moi. « La vérité est la vie, ma fille », avait-elle l'habitude de dire. Et la vie finit toujours par se prouver elle-même. Mais et si la vie n'en avait pas la chance? Et si les mensonges s'enracinaient si profondément qu'ils devenaient la nouvelle vérité acceptée? Et si je me retrouvais complètement seul dans cette histoire? Au matin de la réunion, je me réveillais avant l'aube. Mon corps était tendu, chaque muscle prêt pour une bataille que mon esprit n'était pas encore sûr de vouloir livrer. Je m'habillais avec soin. Un pagne traditionnel bleu profond, la couleur qui, selon ma mère, représentait la vérité et le ciel. Des tresses simples, sans fioritures. Je n'essayais pas d'impressionner. Je me préparais pour la guerre. Je rangeais les documents dans une sacoche en cuir qui avait appartenu à mon grand-père. Chaque papier soigneusement organisé, chaque preuve cataloguée. Mon armure de papier, d'encre et de vérité. Quand je suis descendu, Chidinma était déjà habillée. Et quelle tenue! Son ankara était d'un vert et or éclatant, si élaboré qu'il avait dû coûter des mois de salaire. Son gel se dressait comme une tour, ajoutant presque 20 cm à sa taille. Elle portait des colliers qui tintaient quand elle bougeait, des bagues à chaque doigt, des boucles d'oreilles qui reflétèrent la lumière. Elle était habillée pour la victoire. Nos regards se sont croisés un bref instant, et dans ce regard, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle pensait avoir gagné. Elle avait le soutien de mon père. La scène était prête, la communauté préparée à croire sa version. Je n'étais qu'un obstacle mineur, facilement écarté,
facilement réduite au silence. Elle m'a souri. Un petit sourire, privé. Le genre de sourire qui disait « Tu as perdu, et nous le savons toutes les deux ». Je n'ai pas rendu son sourire. J'ai seulement serré plus fort mon dossier. Nous sommes arrivés tôt à la salle communautaire, mais elle se remplissait déjà. Les femmes du marché, les anciens du Conseil des terres, des jeunes aussi, curieux du drame dont ils avaient entendu des murmures. La salle bourdonnait de conversations impatientes. Chidinma circulait comme une reine, saluant les gens, touchant des bras, riant de ce rire artificiel qu'elle réservait aux apparitions publiques. Je me suis assise devant, mon dossier sur les genoux, et j'ai attendu. Quand mon père est entré, la salle est devenue plus silencieuse. Le chef Okonkwo imposait le respect simplement par son existence. Sa canne frappait le sol en bois à chaque pas, marquant un rythme qui semblait plus ancien que n'importe lequel d'entre nous. Il est passé devant moi sans un regard. Il est allé directement au siège principal, celui réservé aux chefs de famille lors des réunions importantes. Et puis, dans un mouvement qui m'a fait tomber le cœur dans l'estomac, Chidinma s'est assise à côté de lui. Pas dans la section des femmes, où cela aurait été approprié. Mais à côté de lui, à la place d'honneur, comme une co-dirigeante. Il ne l'a pas déplacée. Il n'a pas protesté. Il a simplement laissé faire. La salle l'a remarqué. Je pouvais le voir dans leurs yeux. S'il lui permettait de s'asseoir là, il la soutenait. S'il la soutenait, sa version était vraie. Et moi ? J'étais assise dans la foule. Juste une voix parmi d'autres. Sans position spéciale. Sans validation visible. Maman Adaez a ouvert la réunion avec une prière traditionnelle, demandant sagesse et vérité aux ancêtres. L'ironie me brûlait la gorge. Alors Chidinma s'est levée. Elle a commencé lentement. Sa voix mesurée et respectueuse. Elle a parlé de l'importance de la clarté dans l'histoire familiale, de comment les malentendus peuvent créer des divisions, de son seul désir d'honorer la vérité. La vérité. Encore ce mot, perverti et déformé. Puis elle a commencé son récit. Comment la première femme du chef Okonkwo, ma mère, venait de circonstances humbles. Comment sa famille était connue pour ses difficultés financières et ses scandales sociaux. Comment le mariage lui-même avait été un acte de générosité de la part du chef Okonkwo, élevant une femme de basse statut. Des mensonges. Chaque mot était un mensonge. Mais elle les racontait avec une telle conviction, une telle certitude apparente, que je voyais des têtes opinées. L'histoire avait du sens pour eux. Cela expliquait pourquoi le chef s'était remarié si rapidement, faisant de Chidinma non pas une remplaçante, mais une amélioration. Mes doigts serraient les bords du dossier si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Et quant au terrain en question, Chidinma a continué, sa voix devenant plus forte. Il y a beaucoup de confusion sur l'héritage approprié. La terre ancestrale devrait passer par des lignées honorables, quand il y a des doutes sur cet honneur. Elle a laissé la phrase inachevée, laissant l'implication flotter dans l'air. Ma mère était déshonorable. Donc, sa revendication sur la terre était invalide. Donc, Chidinma, en tant qu'épouse actuelle au statut approprié, avait plus de droits. C'était brillant, d'une manière perverse. Elle ne faisait pas que réécrire l'histoire. Elle créait une justification légale pour le vol. J'aurais dû me lever. J'aurais dû l'interrompre. Mais quelque chose me clouait à ma chaise. Mon père. Il n'avait toujours pas dit un mot. Juste assis là, son visage impénétrable, ses yeux fixés sur un point lointain. Si je me levais maintenant, sans son soutien, ce serait ma parole contre la sienne. Une fille rancunière contre une épouse dévouée. Et dans notre culture, dans notre communauté, la parole du chef de famille avait un poids absolu. S'il ne parlait pas pour moi, j'étais seul. Chidinma arrivait maintenant au point culminant de son discours. Sa voix montait, pleine d'une fausse émotion. Tout ce que j'ai toujours voulu, disait-elle, une main sur le cœur, c'était honorer cette famille, apporter la clarté là où il y avait de la confusion, créer la paix là où il y avait le doute. Paix, confusion, les mêmes mots que mon père avait utilisés. Elle utilisait son langage. Elle avait étudié comment il pensait, comment il parlait, et elle le renvoyait en miroir à la salle, pour donner l'impression qu'ils étaient unis, que sa version était la sienne. C'est pourquoi, a-t-elle conclu, se tournant pour regarder directement mon père, je suis si reconnaissante pour le soutien et la sagesse du chef Okonkwo sur ces questions. Ses conseils ont été Amara. Un seul mot, mon prénom, prononcé par mon père. La salle entière s'est tournée pour me regarder.
Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. C'était ça? Il m'appelait pour parler? Ou me réduisait-il au silence avant que je puisse essayer? Shidanma semblait légèrement perturbée, son récit soigneusement construit interrompu. Mais elle s'est vite reprise, se tournant vers moi avec une expression de fausse gentillesse. « Ah oui !» a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de condescendance. « Peut-être qu'Amara a quelque chose à ajouter? En tant que fille de la première épouse, elle a peut-être des perspectives personnelles. Perspectives personnelles, pas des faits, pas la vérité. Rien que les sentiments subjectifs d'une fille probablement rancunière. » Je me suis levé lentement, mon dossier serré contre ma poitrine. La pièce était maintenant plongée dans un silence total, en attente. J'ai regardé mon père. Son expression ne révélait rien. Ni encouragement, ni avertissement. Juste ce vide prudent qu'il avait cultivé pendant des années. J'étais seul. Complètement. Absolument seul. Toutes les peurs que j'avais enfouies ces 2 dernières semaines ont refait surface d'un coup. Et si personne ne me croyait? Et si les documents ne suffisaient pas sans sa validation? Et si je détruisais ma relation avec mon père pour rien? Et si sa tranquillité était plus importante que la mémoire de ma mère? Ma mère. J'ai regardé l'espace vide où sa photo aurait dû être. Chidinma avait retiré toutes les photos d'elle de la salle commune avant la réunion. Évidemment qu'elle l'avait fait. On ne peut pas réécrire l'histoire quand la vraie personne vous regarde. Mais je la voyais quand même. Ses yeux doux, son sourire paisible. Sa voix disant « La vérité est la vie, ma fille. » Et la vie, finalement, finit toujours par faire ses preuves. Même si ce n'est qu'à travers une fille seule, serrant un dossier de documents, face à une salle remplie de doutes. Même si ce n'est que ça. J'ai ouvert le dossier. Mes doigts ont trouvé la première page. L'acte de naissance de ma mère, avec le sceau de la famille Nwosu, clairement visible. J'ai des documents, ai-je commencé, et ma voix semblait plus ferme que je ne l'espérais. Des preuves de la véritable lignée de ma mère. Des preuves qui contredisent chaque affirmation qui vient d'être faite. Shidenma a ri. Vraiment ri. Un son léger, presque amusé. Les documents peuvent être mal interprétés, dit-elle doucement. Surtout par ceux qui sont émotionnellement investis dans un récit particulier. Émotionnellement investis. Elle présentait ma vérité comme du sentimentalisme, transformant des preuves solides en vœux pieux d'une fille en deuil. J'ai regardé mon père une fois de plus. Une dernière fois. Espérant, priant, implorant silencieusement un simple signe. Juste un mot. Juste une indication que je n'étais pas complètement seul là-dedans. Il m'a regardé en retour. Et n'a rien dit. Son silence était plus fort que n'importe quel mot prononcé par Chidinma. À ce moment-là, j'ai compris. Il n'allait pas me sauver. Il n'allait pas me valider. Il avait choisi sa tranquillité plutôt que ma vérité. Et je devais décider si la vérité valait la peine qu'on se batte pour elle, même quand on est complètement seul. Même lorsque la personne dont vous avez le plus besoin de l'amour refuse d'être à vos côtés. Même lorsque le prix à payer pour parler peut être de tout perdre. Mes doigts ont serré le premier document. La salle attendait. Shidanma souriait. Et mon père restait silencieux comme la mort. Alors j'ai commencé à lire. Le premier mensonge que j'ai démonté était le plus cruel. Celui où Chidinma avait déclaré, devant toute notre famille, que ma mère venait d'une famille déshonorée. Qu'elle était d'origine humble, sans lignée, sans valeur. Que mon père s'était abaissé en l'épousant. J'ai lu à haute voix le registre de famille que j'avais trouvé dans la chambre ancestrale. Le document avait plus de 50 ans, le papier jauni par le temps, mais avec des mots qui n'avaient rien perdu de leur force. Ma voix a tranché l'air comme une lame. Nous certifions que la famille Okafor d'Enugu possède des droits ancestraux sur les terres agricoles situées dans la région nord, transmis depuis 5 générations. Le patriarche actuel, Emmanuel Okafor, est reconnu par le Conseil des Anciens comme un homme au caractère irréprochable et gardien des traditions. Emmanuel Okafor, le nom de mon grand-père maternel. L'homme que Chidinma ne mentionnait jamais. L'homme dont elle avait effacé l'existence du récit familial. J'ai continué à lire. Les yeux de Chidinma ont perdu un peu de leur éclat, mais elle a gardé son sourire. Elle croyait encore pouvoir contrôler la situation. Elle pensait encore que des mots sur du vieux papier ne pèseraient pas lourd face à sa performance. Je ne faisais que commencer. Le deuxième document était un titre de propriété. Des terres ancestrales que ma mère avait héritées,
enregistrées à son nom 3 mois avant sa mort. Des terres que Chidinma avait tenté de revendiquer comme faisant partie du patrimoine commun du mariage. Des terres qu'elle prévoyait de transférer à son propre nom en prétextant que ma mère n'avait pas de famille légitime. Quand j'ai fini de lire ce document, j'ai vu Chidinma ajuster son gelé sur sa tête. Un mouvement nerveux déguisé en élégance. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Le 3e document était une lettre, écrite de la propre main de ma mère, adressée à mon père, datée de 2 ans avant sa mort. Elle y exprimait son inquiétude pour l'avenir. Elle savait qu'elle était malade. Elle savait qu'elle n'aurait peut-être pas beaucoup de temps. Et elle avait écrit, avec la clarté de celle qui voit au-delà du présent, des instructions précises pour protéger sa mémoire et l'avenir de notre famille. Qu'Amara sache toujours d'où elle vient, qu'elle connaisse l'histoire de la famille Okafor, qu'elle porte notre nom avec dignité, et que personne, jamais, n'efface qui nous étions. Ma voix a tremblé en lisant ces mots. Pas de peur, de rage contenue, d'un amour féroce pour une femme qui n'était plus là pour se défendre, mais qui avait prédit exactement ce qui allait arriver. C'est alors que Chidinma a finalement parlé. Sa voix avait toujours ce ton mielleux, mais elle trahissait maintenant un désespoir mal dissimulé. « Amara, ma chérie, je comprends que tu sois émue, que ta mère te manque, elle nous manque à tous. » Elle balaya la pièce du regard, cherchant des alliés sur les visages des parents réunis. « Mais ces documents, ils ne prouvent rien de plus que ce que nous savons déjà. Ta mère était une femme, simple, honnête, oui, mais d'origine modeste. Il n'y a aucune honte à cela. » Elle essayait. Elle essayait encore de façonner le récit, de détourner l'attention, de transformer ma vérité en une émotion incontrôlée de fille orpheline. Je ne lui ai laissé aucune prise. « Je n'ai pas fini, répétai-je. Et cette fois, ma voix coupa court à toute tentative d'interruption. Le 4e document était un témoignage écrit, signé par 3 anciens de la communauté d'Enugyu, des hommes qui avaient connu mon grand-père. Des hommes qui attestèrent de la réputation de la famille Okafor, de l'intégrité transmise de génération en génération, du respect que ma mère portait comme un héritage naturel. Quand j'eus fini de lire, le silence dans la pièce avait changé. Ce n'était plus l'attente polie d'avant. C'était le silence de personnes réalisant qu'elles avaient été dupées, que l'histoire que Chidinma avait tissée avec tant de soin se détricotait, fil après fil. Chidinma tenta à nouveau. Cette fois, sa voix monta d'un ton. Des larmes apparurent au coin de ses yeux. Elle était douée pour ça, pour faire de l'émotion une arme. « Comment peux-tu me faire ça ?» Elle porta la main à sa poitrine, les yeux brillants. « J'ai essayé d'être une mère pour toi. J'ai essayé de t'accueillir quand ta mère est partie. Et toi, tu m'attaques ainsi, devant tout le monde ?» C'était une manœuvre classique. Inverser les rôles, transformer la menteuse en victime. Faire passer ma quête de vérité pour de la cruauté. Mais avant que je puisse répondre, avant que le moindre mot ne sorte de ma bouche, une voix fendit l'air. « Continue, Amara. » Mon père. 2 mots, les premiers qu'il prononçait depuis le début de cette réunion. Tous les regards se tournèrent vers lui. Chidinma se figea, les larmes brillant encore mais désormais sans but. Je regardai mon père et vis quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une lueur dans ses yeux. Pas de colère, pas de tristesse. Quelque chose de plus dangereux, de plus intentionnel, de la satisfaction. Il se pencha légèrement en avant, appuyant ses mains sur la canne traditionnelle qu'il portait toujours. Ses doigts, marqués par le temps et le travail, fermes sur le bois poli. Et quand il parla à nouveau, sa voix portait le poids de ses années d'observation silencieuse. Continue. Ce n'était pas une demande, c'était une permission. Une validation. La confirmation que tout ce que je faisais, non seulement il l'approuvait, mais il l'attendait. À ce moment-là, quelque chose se réorganisa en moi. La solitude que j'avais ressentie pendant des semaines, la sensation d'être seul dans cette bataille pour la vérité, s'évapora. Mon père n'avait jamais été passif. Il n'avait jamais été aveugle. Il attendait. Il attendait de voir si quelqu'un aurait assez de courage pour parler. Il attendait de voir si la vérité trouverait sa voie. Il attendait de découvrir si sa fille portait la même force que la femme qu'il avait aimée. Et je la portais. Le 5e document était le plus dévastateur. Un registre de transactions. Les tentatives de Chidinma de transférer des propriétés qui ne lui appartenaient pas.
Des conversations avec des avocats sur la façon de contester l'héritage qui m'avait été laissé. Des emails imprimés, des dates surlignées, des preuves qu'elle avait sous-estimées parce qu'elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un observait. Mais moi, si. Tout comme mon père. Tandis que je lisais chaque ligne, chaque tentative de manipulation documentée, je vis Chidinma s'affaisser. Son sourire disparut complètement. L'élégant foulard sur sa tête semblait maintenant excessif. Un masque qui ne collait plus avec la réalité exposée. Elle regarda mon père. Elle essaya de trouver en lui l'allié qu'elle pensait avoir. L'homme qu'elle croyait avoir conquis par des années de performances soignées. Mais mon père ne lui rendit pas son regard. Ses yeux étaient fixés sur moi. Et dans ce regard, je vis tout ce qu'il n'avait jamais dit à haute voix. Tout le deuil qu'il portait pour ma mère. Toute la colère silencieuse contre les mensonges qui avaient souillé sa mémoire. Tout l'espoir que quelqu'un, enfin, aurait la force de rétablir la vérité. Je finis de lire le dernier document. Ma voix était ferme maintenant, sans tremblement. Les derniers mots résonnèrent dans la pièce comme une sentence. Ce sont les tentatives documentées de Chidinma pour effacer l'histoire de ma mère et voler notre héritage ancestral. Ce ne sont pas des interprétations. Ce ne sont pas des malentendus. Ce sont des faits. Le silence qui suivit fut absolu. Même les enfants qui jouaient dans la cour semblaient s'être arrêtés, comme s'ils sentaient le poids du moment à travers les murs. Chidinma ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Aucun mot ne sortit. Tous ces outils de manipulation, toutes ces larmes répétées, tous ces sourires calculés, avaient perdu leur pouvoir. Face au papier, à l'encre et à la vérité documentée, sa performance n'avait plus de place pour exister. C'est alors qu'un des anciens présents, oncle Emeka, le frère aîné de mon père, prit la parole. Sa voix était grave, chargée de l'autorité de ses 70 ans. Chidinma. Il n'utilisa aucun titre affectueux. Il n'utilisa pas « notre fille » ou « la femme de notre frère », juste son nom, dépouillé de tout ornement. « As-tu quelque chose à dire à ce sujet ?» Elle essaya. Dieu sait qu'elle essaya. Les larmes recommencèrent à couler. Mais maintenant elles semblaient trop fabriquées, trop désespérées. Je voulais juste protéger cette famille. Je voulais juste que nous soyons unis. En mentant ? La voix de l'oncle Emeka trancha comme une hache. En effaçant la mémoire d'une femme qui ne peut plus se défendre, en volant des terres ancestrales qui ne t'appartiennent pas, Chidinma n'avait pas de réponse. Parce qu'il n'y avait pas de réponse possible. Un autre membre de la famille prit la parole, puis un autre. Un par un, ceux qui avaient cru à ces histoires, qui avaient accepté le récit si soigneusement construit, commencèrent à remettre les choses en question. Ils commencèrent à voir. Ils commencèrent à comprendre qu'ils avaient été les instruments d'un mensonge qui durait depuis des années. Et au centre de tout cela, mon père restait assis. Silencieux de nouveau, mais son silence était différent à présent. Ce n'était pas une absence. C'était une présence totale. C'était le silence d'un homme témoin de la justice en marche. Chidinma tenta une dernière fois. Elle se tourna vers lui, la voix se brisant d'une manière dont je ne pouvais dire si c'était réel ou théâtral. « Okonkwo, tu vas permettre cela? Tu vas laisser ta fille me détruire ainsi ?» Mon père la regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Et quand il parla, sa voix portait le poids de tous les mots non dits, de tout le temps passé à observer, attendre, tester. Je ne permettrai à personne de détruire la vérité. Et la vérité, Chidinma, c'est que tu as essayé d'effacer la femme que j'ai aimée. Tu as essayé de voler à ma fille ce qui lui revient de droit. Tu as essayé de réécrire notre histoire comme si j'étais trop aveugle pour voir. Il marqua une pause. La lueur dans ses yeux s'intensifia. Mais j'ai toujours vu. J'ai toujours su. J'attendais juste de voir qui aurait le courage de parler en premier. Et à ce moment-là, j'ai tout compris. Sa passivité n'avait jamais été de la faiblesse. C'était une stratégie. Il me testait. Il testait si je portais la force de ma mère. Il testait si la vérité comptait plus pour moi que la fausse paix. Et j'avais réussi le test. Chidinma n'avait nulle part où aller. Sa crédibilité, bâtie sur des années de sourires, de robes coûteuses et de performances publiques, s'effondra en quelques minutes. Les proches qui l'admiraient autrefois la regardèrent maintenant avec méfiance. Les femmes qui enviaient sa position chuchotèrent maintenant entre elles,
recontextualisant chaque moment, chaque histoire, chaque interaction à travers le prisme de la vérité exposée. Elle se leva. Elle tenta de garder un peu de dignité, mais ses mouvements étaient désordonnés, précipités. Son gel glissa légèrement, révélant des cheveux décoiffés en dessous. Elle murmura qu'elle avait besoin d'air et quitta la pièce. Personne ne la suivit. Je restai debout, les documents encore en main, le cœur battant comme un tambour ancestral. Autour de moi, les proches commencèrent à parler, pas pour défendre Chidinma, pas pour remettre en question ma vérité, mais en signe de reconnaissance, de honte d'avoir cru, d'engagement à honorer la mémoire de ma mère comme il se doit. Mon père m'appela d'un geste subtil de la main. Je m'approchai de lui. Il ne se leva pas, mais tendit la main et toucha la mienne, ses doigts calleux enveloppant les miens avec une fermeté surprenante. « Ta mère serait fière, dit-il, la voix assez basse pour que je sois la seule à entendre. Je suis fier. Les larmes me brûlèrent en les yeux. Pas de tristesse, de soulagement, de validation, d'amour pour un homme en qui j'avais presque perdu foi, mais qui ne m'avait jamais perdu de vue. Merci de m'avoir laissé parler, répondis-je. Il serra ma main plus fort. Tu n'avais pas besoin de ma permission, Amara. La vérité n'en a jamais besoin. Mais tu avais besoin de savoir que tu n'étais pas seul. Et tu ne l'as jamais été. Les proches autour commencèrent à se disperser. Certains vinrent me voir, s'excusant d'avoir douté, d'avoir accepté les mensonges si facilement. D'autres allèrent vers la photographie de ma mère dans la pièce ancestrale, présentant leur respect comme ils auraient dû le faire depuis toujours. La pièce se vida lentement. Mon père resta assis, regardant par la fenêtre vers la cour où la lumière du crépuscule peignait tout en or. Je m'assis à côté de lui en silence. Chidinma ne revint pas dans la salle. Je pouvais l'entendre quelque part dans la maison, sa voix étouffée probablement au téléphone, essayant de limiter les dégâts, essayant de trouver un récit qui la sauverait. Mais aucun récit n'était possible. Pas contre la vérité documentée. Pas contre la validation de l'homme dont l'opinion comptait le plus dans cette maison. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demandai-je à mon père. Il continua de regarder par la fenêtre, la voix calme comme une eau profonde. Maintenant, la vérité vit. La mémoire de ta mère était restaurée. Et Chidinma apprend que dans cette maison, les mensonges ne prennent pas racine. Elle va rester ? Mon père soupira, un son long, chargé. Cela dépend d'elle. Mais elle n'aura plus de pouvoir ici. Elle n'aura plus de voix pour réécrire notre histoire. Elle peut rester en tant qu'épouse, si elle choisit l'humilité, mais plus jamais en tant qu'architecte de mensonges. C'était juste, plus qu'elle ne le méritait, peut-être. Mais mon père avait toujours été un homme de miséricorde tempéré par la justice. Nous restâmes assis ensemble alors que le soleil déclinait. Pour la première fois depuis des années, je sentis que ma mère était présente. Pas comme un fantôme, mais comme un héritage. Vivante à travers la vérité que j'avais défendue. Vivante à travers la force qu'elle m'avait appris à porter. Et dans l'éclat des yeux de mon père, je vis le reflet de cet amour qu'il n'avait jamais laissé mourir. Il l'avait seulement gardé, protégé, attendant le bon moment pour le valider. Ce moment était arrivé. Et la vérité, enfin, respirait librement. La vérité, quand elle respirait enfin librement, avait son propre poids. Elle n'était pas légère. Elle n'apportait pas de soulagement instantané. Mais elle avait de la substance, comme une pierre posée sur une fondation solide. Et dans ce coucher de soleil, assise aux côtés de mon père dans le silence de la cour ancestrale, je sentis pour la première fois depuis des années que le sol sous mes pieds était réel. Ses paroles résonnaient encore. Poursuis. 2 syllabes qui avaient bouleversé le monde, ou plutôt, qui avaient remis le monde à l'endroit. Mais la vérité, comme ma mère disait toujours, ne s'arrête pas une fois dite. Elle demande à être témoignée. Elle doit trouver un terreau fertile. Et cette nuit-là, alors que les anciens de la communauté se dispersèrent de la cour, leurs yeux portèrent quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Du respect. Non pas pour ce que j'avais détruit, mais pour ce que j'avais préservé. Grand-mère Nkiru fut la première à s'approcher. Sa main ridée a touché ma tête avec la bénédiction silencieuse des aînés. Elle n'a rien eu besoin de dire. Le geste était ancestral, une reconnaissance que j'avais honoré non seulement ma mère, mais toute la lignée de femmes venues avant nous. Après elle, d'autres sont venus. Oncle Emeka, qui avait été témoin lorsque Chidinma avait déformé l'histoire pour la première fois. Tante Adaez, qui a pleuré en silence quand la vérité sur les terres a été révélée.
Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, mais qui se souvenaient maintenant pourquoi mes visites s'étaient faites si rares. Et Chidinma? Elle restait assise de l'autre côté de la cour comme une statue de sel. Son gelé élaboré, autrefois symbole d'une autorité fabriquée, semblait maintenant n'être que trop de tissu pour une tête trop petite. Les étoffes coûteuses qu'elle utilisait toujours pour acheter le respect pendaient, sans vie, sur ses épaules voûtées. Personne ne l'a confrontée directement. Il n'y a pas eu de cri. Il n'y a pas eu d'accusation publique au-delà de celle que j'avais moi-même portée, documents en main. Mais il se passait quelque chose de bien plus dévastateur, le silence social. Cette mort invisible qui survient lorsqu'une communauté décide, collectivement, que vous n'existez plus de la manière dont vous existiez auparavant. Les femmes qui la flattaient autrefois discutaient maintenant en cercle qui ne l'incluaient plus. Les hommes qui écoutaient ses opinions lui tournaient maintenant le dos quand elle approchait. Pas par cruauté, mais pour quelque chose de bien plus simple. Elle s'était révélée fausse. Et dans une communauté bâtie sur des vérités ancestrales, la fausseté n'a pas de fondation. J'ai observé tout cela avec des sentiments partagés. Une partie de moi, celle qui portait encore la petite fille blessée que j'avais été, ressentait une sombre satisfaction. La justice suivait son cours. Les comptes se réglaient. Mais il y avait une autre partie, celle que ma mère avait cultivée en moi avec ses histoires de compassion et de force équilibrée, qui ressentait quelque chose de plus complexe. Pas exactement de la pitié, mais la reconnaissance que la destruction dont j'étais témoin était celle que Chidinma avait construite de ses propres mains. Elle n'a pas été chassée. Personne ne lui a demandé de partir. Mais ce qui s'est passé était, à certains égards, plus profond. Elle est restée, mais comme l'ombre de ce qu'elle avait tenté d'être. L'autorité qu'elle avait revendiquée par des mensonges s'est évaporée comme la brume sous un soleil de plomb. Et mon père? Il observait tout avec ses yeux qui ont toujours vu plus qu'il n'y paraissait. Quand la dernière visite est enfin partie et que nous sommes restés tous les trois dans la propriété, il a enfin prononcé les mots que je ne savais pas que j'avais besoin d'entendre. « Amara, viens avec moi. » Nous sommes allés dans la salle des ancêtres, cet espace sacré où les photos de ceux qui nous ont précédés gardaient un témoignage silencieux de nos vies. La photo de ma mère était toujours là, mais déplacée, poussée sur le côté par des arrangements plus récents que Chidinma avait faits. Des changements subtils qui, au fil du temps, avaient réécrit la géographie visuelle de notre histoire familiale. Mon père s'est arrêté devant ce mur et est resté silencieux pendant un temps qui a semblé s'étirer au-delà de la normale. Quand il a finalement parlé, sa voix portait le poids d'années de non-dits. J'ai tout vu, Amara. Tous les petits mensonges, toutes les distorsions subtiles. J'ai vu quand elle a commencé à déplacer les choses, à changer les histoires, à réécrire qui était ta mère. Pourquoi n'as-tu rien dit? La question est sortie avant que je puisse la retenir. Ce n'était pas une accusation. C'était un besoin de comprendre. Il s'est tourné vers moi et sur ce visage vieilli, j'ai vu quelque chose qu'il ne m'avait jamais permis de voir auparavant. De la vulnérabilité, une douleur si profonde qu'elle n'avait pas encore trouvé de fond. Parce que je me noyais, ma fille. Quand ta mère est partie, une partie de moi est partie avec elle. Et je ne savais pas comment continuer à être chef de famille, être père, être un homme respecté dans la communauté alors qu'à l'intérieur j'étais vide. Chidinma a proposé de combler ce vide. Et moi, lâche que j'étais, je l'ai laissé faire. J'ai laissé faire parce que c'était plus facile que d'affronter la douleur. J'ai laissé faire parce que je pensais que le silence était la paix. Il a touché le cadre de la photo de ma mère avec des doigts qui tremblaient légèrement. Mais le silence n'est pas la paix, Amara. C'est juste du bruit différé. Et chaque fois que je t'ai vu te faire toute petite quand Chidinma parlait, chaque fois que je t'ai vu éviter cette maison, chaque fois que j'ai remarqué que tes visites devenaient plus courtes, plus rares, plus tendues, je savais que mon silence coûtait plus cher que ma douleur ne coûterait jamais. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi continuer? Parce que tu m'as rappelé qui j'étais avant de me perdre. Tu étais là, avec ces documents que ta mère avait gardés, avec cette vérité que ta mère chérissait, étant exactement la fille que ta mère a élevée. Et j'ai réalisé que si je gardais le silence une fois de plus, je ne te trahirais pas seulement toi, je la trahirais elle. Je trahirais tout ce que nous avons construit ensemble. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Ce visage de chef, d'ancien, d'homme qui avait toujours gardé sa contenance en public. Mais là, dans cet espace sacré, il n'était qu'un homme brisé qui avait enfin trouvé le courage d'admettre qu'il s'était brisé. J'ai failli envers toi,
Amara. J'ai échoué à te protéger quand tu en avais besoin. J'ai échoué à honorer la mémoire de ta mère alors que c'était mon devoir sacré de le faire. Et je n'ai pas assez de mots pour demander pardon pour cela. Il s'est tourné complètement vers moi, cet homme fier que je n'avais vu s'incliner que devant les aînés, et s'est incliné devant moi. Mais je te le demande, pas en tant que ton père réclamant un droit du sang, mais en tant qu'homme qui a échoué, demandant grâce à une femme qui s'est montrée plus forte qu'il ne l'a jamais été. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas d'une manière douloureuse, mais comme un barrage qui cède enfin, libérant des eaux retenues depuis trop longtemps. J'ai saisi les épaules de mon père et je l'ai redressé. Tu n'as pas besoin de t'incliner devant moi, papa. Tu n'auras jamais à le faire. Mais j'ai besoin que tu restes debout. J'ai besoin que tu sois celui que tu as toujours été. Pas l'homme qui s'est perdu dans le deuil, mais l'homme que ma mère a aimé. L'homme à qui elle a fait confiance pour garder sa vérité, même quand elle ne serait plus là pour la défendre. Nous sommes restés là, nous tenant l'un l'autre comme nous ne l'avions pas fait depuis que j'étais une enfant trop petite pour comprendre que les adultes aussi se brisent. Et dans cette étreinte, j'ai senti les morceaux de quelque chose qui s'était brisé commencer, lentement, à se remettre en place. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, il s'est tourné vers le mur et, avec des gestes délibérés, a commencé à réorganiser les photographies. Il a retiré les arrangements que Chidinma avait faits, il a ramené la photo de ma mère au centre. Et autour d'elle, il a placé les images de ses ancêtres, la lignée que Chidinma avait tenté d'effacer de l'histoire. Puis, il a fait quelque chose qui m'a surprise. Il a pris l'une de mes photos récentes, de l'époque où j'ai soutenu ma thèse à l'université, et l'a placée à côté de ma mère. 2 générations de femmes qui ont gardé la vérité. C'est la véritable histoire de cette famille, a-t-il dit. C'est la vérité qui sera racontée dorénavant. Et Chidinma, ai-je demandé, sachant que la question était nécessaire. Il a soupiré, un son profond venant d'un endroit fatigué. Elle reste. Pas par mérite, mais parce que cette maison a encore de la place pour la miséricorde. Mais elle reste dépouillée de l'autorité qu'elle a tenté de revendiquer par la fausseté. Elle reste en tant que membre de la famille, mais pas en tant que gardienne de son histoire. Cette responsabilité, il m'a regardé avec une intensité qui n'admettait aucun doute, est désormais la tienne. Gardienne de l'histoire. Le titre que ma mère avait porté. L'héritage que Chidinma avait tenté de voler. Et maintenant, il passait entre mes mains, non seulement par droit du sang, mais par droit de choix. Pour avoir choisi de rester debout quand il aurait été plus facile de s'incliner. Pour avoir choisi la vérité quand le silence aurait été plus confortable. Dans les semaines qui ont suivi, la transformation dans la maison fut subtile mais profonde. Chidinma circulait dans les pièces comme le fantôme d'elle-même. Elle n'était pas maltraitée. Elle n'était pas tenue à l'écart des repas ou des routines quotidiennes. Mais la dynamique avait basculé d'une manière irréversible. Quand elle parlait, plus personne ne buvait ses paroles comme avant. Quand elle donnait son avis, il était accueilli avec le genre de courtoisie polie qu'on offre aux étrangers, pas avec la déférence qu'elle avait l'habitude de recevoir. Et elle le savait. Je voyais dans ses yeux qu'elle savait exactement ce qu'elle avait perdu. La question était de savoir ce qu'elle ferait de ce savoir. Si elle choisirait une véritable humilité ou juste une simulation plus soignée. Mais c'était à elle de faire ce choix, et non à moi de le surveiller. Ma responsabilité était désormais tout autre. J'ai commencé à passer plus de temps dans la salle des ancêtres, à organiser les documents que ma mère avait conservés, à enregistrer les histoires que mon père était enfin prêt à raconter, à me connecter avec des cousins et des oncles éloignés pour recueillir les récits qui, ensemble, formèrent le tissu complet de notre histoire familiale. Et j'ai découvert quelque chose d'inattendu dans ce processus. Il ne s'agissait pas seulement de préserver le passé. Il s'agissait de créer des fondations pour l'avenir. Pour les enfants qui viendraient encore, qui auraient le besoin de savoir d'où ils viennent, qui auraient le besoin de comprendre que la vérité, même lorsqu'elle coûte cher, vaut toujours plus qu'un confort acheté par des mensonges. Un après-midi, j'ai trouvé Chidinma debout à la porte de la salle des ancêtres, m'observant travailler. Pendant un long moment inconfortable, nous nous sommes juste regardés à travers l'espace qui nous séparait maintenant bien au-delà du physique. « Tu as gagné », a-t-elle dit finalement, sa voix dénuée de la fausse douceur qu'elle avait l'habitude d'avoir. « Tu peux en être satisfaite. Je n'ai rien gagné, ai-je répondu. Et c'était la vérité. Ce ne fut jamais une compétition. Tu as tenté d'effacer ma mère de sa propre histoire. J'ai simplement veillé à ce qu'elle demeure visible,
Il n'y a pas de victoire en cela, seulement la justice. Elle a émis un son qui aurait pu être un rire ou un pleur, difficile à distinguer. Justice, a-t-elle répété. Un beau mot pour destruction. Tu t'es construite ta propre destruction, Chidinma. J'ai simplement refusé d'être entraînée dans ta chute. Nous sommes restées silencieuses après cela. Il n'y avait plus rien à dire. Elle a fini par s'éloigner, et je suis retourné à mon travail de catalogage des vieilles lettres que ma mère avait écrites à la famille. Les mots d'une femme qui savait qu'on se souviendrait d'elle, non pour ce qu'elle avait possédé, mais pour ce qu'elle avait préservé. Mon père a recommencé à participer plus activement à la vie communautaire. Je voyais en lui le retour progressif de l'homme qu'il avait été avant de se perdre dans le deuil. Ce n'était pas une transformation instantanée. Il y avait des jours où la douleur lui rendait encore visite, lourde et implacable. Mais maintenant, il ne s'y noyait plus. Il la portait avec la dignité de celui qui sait qu'une douleur honorable est différente d'une douleur qui nous consume. Il a commencé à m'inclure dans les réunions des anciens, à me présenter formellement comme la gardienne de l'histoire familiale. Et j'ai vu, dans les yeux des autres chefs de la communauté, la reconnaissance que quelque chose d'important s'était produit, qu'un ordre avait été rétabli, que la façon dont nous avions géré cette crise disait quelque chose sur les valeurs que notre communauté maintenait encore en vie. Grand-mère Nkiru m'a appelé en privé un matin. Elle m'a emmené dans son arrière-cour, où elle entretenait un jardin d'herbes médicinales qui était légendaire dans la région. « Ta mère est venue me rendre visite », a-t-elle dit, ses yeux anciens brillant d'un savoir qui transcendait toute explication rationnelle. J'ai souri, sachant que parmi les nôtres, les frontières entre les vivants et les morts étaient plus poreuses que ce que d'autres cultures admettaient. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle est fière. Que tu portes non seulement son nom, mais aussi son esprit. Et que le plus grand héritage qu'on puisse laisser à une fille n'est ni la terre ni l'or, mais le courage de défendre la vérité même quand le monde réclame le silence. Les larmes ont empli mes yeux, mais je ne les ai pas retenues. Je les ai laissées couler librement, là, dans ce jardin sacré où les plantes guérissaient et où les grands-mères gardaient une sagesse que les universités n'enseigneraient jamais. Grand-mère Nkiru a touché ma joue d'une main qui sentait le basilic et la sagesse. Continue d'être qui tu es, Amara. Continue d'être le pont entre ce qui a été et ce qui sera. C'est ta responsabilité maintenant. Et c'est une responsabilité sacrée. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai établi une routine qui honorait cet appel. Je passais mes matinées à l'université à enseigner la littérature africaine à des jeunes qui avaient besoin de comprendre que nos histoires comptaient. Et je passais mes après-midi dans la salle ancestrale à documenter les histoires de ma propre lignée, m'assurant qu'elles ne se perdront pas avec le temps. Et un après-midi particulier, alors que le soleil frappait exactement sous le même angle que ce jour où tout avait changé, j'ai fait quelque chose que je prévoyais depuis des semaines. J'ai décroché la photo de ma mère du mur, mais pas pour la cacher ou la diminuer. Je l'ai emmenée pour la faire restaurer professionnellement, encadrée dans un bois noble que mon père avait gardé d'un arbre spécial que lui et ma mère avaient planté ensemble le jour de leur mariage. Quand la photo est revenue, elle était magnifique. Non seulement préservée, mais honorée. Et quand je l'ai remise au centre de la salle ancestrale, cette fois avec une nouvelle plaque en dessous identifiant non seulement son nom, mais sa contribution à la famille et à la communauté, j'ai senti quelque chose s'accomplir en moi. Mon père était à mes côtés quand j'ai accroché la photo. Il a touché le cadre avec une révérence qui ressemblait à une prière silencieuse. « Elle est de nouveau à la maison », a-t-il chuchoté. « Elle n'est jamais partie », ai-je répondu. Nous avions simplement oublié de la regarder. Ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble dans la cour, comme nous l'avions fait ce jour décisif. Mais maintenant, il n'y avait plus de tension dans l'air. Pas de secret non dit, ni de vérité refoulée. Il n'y avait que la paix de ce genre qui vient quand les comptes sont réglés et les fondations restaurées. Chidinma était quelque part dans la maison, vivant sa vie amoindrie par le choix de bâtir son pouvoir sur des mensonges. Mais elle n'occupait plus mes pensées comme avant. Elle n'était pas une menace. Elle n'était même pas une adversaire. C'était juste une femme qui avait fait de mauvais choix et vivait maintenant avec leurs conséquences. Et moi, j'étais une gardienne, pas uniquement de photographies et de documents, mais de quelque chose de bien plus profond. Gardienne de la vérité que ma mère valorisait. Gardienne de la dignité que mon père avait finalement réclamée. Gardienne de l'héritage qui serait désormais transmis aux générations à venir. Car c'est ce que nous faisons quand nous aimons vraiment. Nous ne vivons pas seulement nos vies, nous gardons les histoires de ceux qui nous ont précédés.
Nous ne permettons pas qu'elle soit réécrite par convenance ou effacée par ambition. Nous gardons les flammes allumées même lorsque les vents soufflent fort pour tenter de les éteindre. Et cette nuit-là, sous des étoiles qui avaient été témoins d'innombrables générations de ma famille, j'ai enfin compris ce que ma mère avait essayé de m'enseigner avec toutes ces histoires qu'elle racontait quand j'étais enfant. Que la vérité n'est pas seulement une question de fait, c'est une question d'intégrité. C'est choisir de rester debout quand il serait plus facile de se courber. C'est honorer ceux que nous aimons, non seulement avec des mots, mais avec des actions qui préservent le meilleur de ce qu'ils ont été. L'éclat dans les yeux de mon père ce premier jour, quand il a dit « continue », n'était pas seulement une validation. C'était un passage de flambeau. C'était la reconnaissance que mon temps était venu de porter ce que lui et ma mère avaient construit, et de le transformer, par mes propres choix, en un héritage qui perdurerait au-delà de moi. La photo de ma mère reposait désormais à une place d'honneur dans la salle ancestrale. Pas cachée, pas diminuée, pas réécrite, juste vraie, complète, honorée exactement comme elle méritait de l'être. Et quand je regardais cette image, je voyais plus que le visage de la femme qui m'a donné la vie. Je voyais un témoin, une validation. Un rappel permanent que lorsque nous choisissons la vérité plutôt que le confort, l'intégrité plutôt que la convenance, nous honorons non seulement ceux qui sont venus avant, mais tous ceux qui viendront après. La vérité avait respiré librement ce jour-là quand mon père a dit « continue ». Mais maintenant, elle faisait plus que respirer. Elle vivait, dans les histoires que je documentais, dans la dignité que mon père avait retrouvée, dans le respect que la communauté avait restauré, dans l'héritage que nous gardions désormais ensemble. Et cela, ai-je réalisé alors que la nuit tombait doucement sur la cour ancestrale. C'était à cela que ressemblait la vraie justice. Pas à la vengeance, pas à la destruction, mais à la restauration. La vérité retournant à la place qu'elle aurait toujours dû occuper. L'honneur rendu à celle qui l'a toujours mérité. L'histoire racontée comme elle aurait toujours dû l'être. Aussi simple que cela, aussi profond que cela, aussi vrai que cela. Et dans ce silence sacré, alors que mon père et moi étions assis côte à côte sous le témoignage des ancêtres, j'ai senti la présence de ma mère. Pas comme un fantôme, mais comme un héritage vivant, respirant à travers chaque vérité préservée, vivant à travers chaque histoire honorée, présente dans chaque choix que nous faisions de garder sa mémoire intacte. La lutte était terminée, justice avait été rendue, et la vérité, enfin, était chez elle.